Bonjour. L'ombre du non à la Constitution européenne plane toujours sur le discours de José Manuel Barroso alors qu'il se prépare à mettre en place un agenda plus centré sur les questions sociales. Dans sa première interview de la rentrée politique, le président de la Commission européenne appelle les 25 à plus de cohésion en matière d'immigration, d'énergie ou de politique extérieure. Il adresse aussi un avertissement à la Turquie en l'appelant à respecter ses engagements vis-à-vis de Bruxelles. Quelles sont les politiques concrètement vis-à-vis des citoyens que l'Union européenne, que la Commission européenne entend mettre en place dans les prochains mois? Et en termes d'initiatives concrètes, je peux vous dire que déjà pour le Conseil informel de l'Arctique en Finlande, le mois d'octobre, nous allons présenter nos suggestions pour une politique d'innovation plus poussée en Europe. Nous allons présenter la proposition formelle, la création d'un institut européen de technologie sur la base d'un réseau, mais qui pourra être, disons, le grand projet emblématique mobilisateur pour la recherche et l'innovation en Europe. Une recherche qu'on ne veut pas simplement dans les universités, mais aussi en lien avec la croissance, en lien avec les économies plus compétitives pour l'Europe. Et on travaille aussi sur un paquet énergétique qu'on présentera au début de l'année prochaine. Est-ce que vous pensez que pour affronter des réformes économiques, les États membres devraient peut-être abandonner un peu la voie nationale, strictement nationale, et procéder sur une voie européenne? Il faut les deux. La stratégie de Lisbonne, c'est précisément cela. C'est les efforts de réforme au niveau national, mais accompagner aussi des mesures sur le plan européen. Et vous avez bien dit, il y a des préoccupations, notamment à caractère social. Il faut en même temps avoir des mesures sociales pour ceux qui peuvent être touchés par certains effets des processus de restructuration. Mais d'une façon générale, on peut dire qu'on commence à voir les effets positifs de certaines réformes. La vérité, c'est que nous avons maintenant une croissance qui est bien supérieure à celle des dernières années. La création d'emplois en Europe cette année est la plus élevée depuis que l'on a des statistiques pour les 25 États membres. Donc l'Europe est en bien meilleure forme maintenant qu'il y a 2 ans, par exemple. Oui, mais le prix de tout ça a été de toute façon mettre en cause les acquis sociaux. Et par exemple, les retraites, il y a eu des pays où on a eu des réformes des retraites qui, pour certaines couches de la population, ont été assez douloureuses. Il y a eu sans doute des problèmes, mais d'une façon générale, je crois que le plus important, c'est qu'on a réussi à créer plus d'emplois. Le chômage en moyenne est à un niveau bien plus bas qu'aux années précédentes. Ça, c'est très important. Je crois qu'il y a des raisons de confiance maintenant en Europe. Nous restons lucides. Ce n'est pas assez. Il faut plus de croissance pour qu'on puisse avoir plus d'emplois. Mais d'une façon générale, on peut le dire objectivement, l'Europe est plus préparée maintenant qu'il y a 2-3 ans, surtout face à la mondialisation. Qu'est-ce que la Commission européenne va proposer pour avoir une politique énergétique commune? Nous sommes en train d'expliquer à l'intérieur de l'Union européenne que c'est dans l'intérêt de tous les États membres d'éviter la fragmentation. C'est irrationnel, je pèse mes mots, c'est irrationnel d'avoir 25 mini-marchés de l'énergie. Il nous faut utiliser le potentiel du marché unique aussi dans le domaine de l'énergie. Et que c'est aussi dans notre intérêt de parler avec une seule voix, avec d'autres partenaires, la Russie et d'autres, des pays fournisseurs aussi. En même temps, nous disons à la Russie que si nous avons un intérêt dans une Russie qui soit un fournisseur crédible, ils ont aussi un intérêt en Europe comme un consommateur crédible qui paye bien et qui paye assez. Vous allez entamer un voyage en Afrique bientôt. Est-ce que ce voyage, en s'agissant du Soudan, est d'une quelque façon lié à la question de la guerre contre le terrorisme, d'une façon ou l'autre? Est-ce qu'il y a un lien? Aujourd'hui, tout est lié dans le domaine international. Bien sûr,
Mais effectivement, la raison immédiate de mon voyage, mon déplacement en Afrique n'est pas la question antiterroriste. C'est tout d'abord une réunion avec la Commission de l'Union africaine. Nous, Commission européenne, nous avons reçu ici, l'année passée, toute la Commission africaine, l'Union africaine. Alors on va maintenant à Addis Abeba rencontrer nos collègues du continent africain, entamer, approfondir un dialogue sur beaucoup de questions, notamment l'immigration. Car là, il y a effectivement un problème que je crois qu'on ne peut résoudre qu'ensemble. Ce n'est pas avec des mesures de sécurité qu'on résout cela. C'est le développement à long terme des pays d'origine de l'immigration que nous devons chercher à atteindre. C'est ça l'essentiel. Je vais aussi au Soudan car c'est là qu'il y a le problème très grave, tragique du Darfour. Et je veux parler avec les autorités soudanaises en leur expliquant avec clarté notre position. C'est une tragédie humanitaire qui se passe. Nous ne sommes pas là à la recherche d'un protagonisme. Ce qui m'intéresse, c'est les résultats. Et ce qu'il nous faut faire ensemble, l'Union européenne, et là les États membres sont en première ligne de responsabilité, c'est de parler de plus en plus d'une seule voix. Car l'Europe peut compter beaucoup plus dans le monde si elle a une véritable politique extérieure commune, ce qu'elle n'a pas encore, et si elle a un jour une politique de défense commune, ce qu'elle n'a pas encore. Qu'est-ce que vous proposez et quelle position est-ce que vous entendez donner à la Commission européenne dans les débats et dans le processus qui aura lieu à partir d'octobre à propos de la Constitution européenne? J'ai proposé, ça a été accepté par le Conseil européen, qu'on puisse saisir le 50e anniversaire du traité de Rome, le moment de la fondation de notre communauté, pour trouver un nouvel élan, pour avoir une déclaration politique qui pourra être le contexte politique pour trouver la solution après pour la question institutionnelle. Mais je crois qu'on n'est pas encore là. Effectivement, d'ailleurs, il y aura des changements dans certains États membres qui sont très importants dans notre communauté, notamment en France, qui a été un pays qui a voté non. Donc je crois que c'est un peu prématuré, en tout cas du point de vue de la Commission, nous ne sommes pas encore en train de proposer car une solution, d'ailleurs ce n'est pas notre responsabilité, mais nous voulons toujours aider les États membres à faire cela, parce que c'est un traité entre les États membres, mais je crois que nous sommes en train d'avancer dans la réflexion avec l'opinion publique des États membres pour trouver une solution à la question institutionnelle, et cette question doit être résolue, c'est une question importante et urgente, mais il ne faut pas commettre une nouvelle erreur. Une dernière question, juste une dernière question. La Turquie. Pour le moment, nous ne sommes pas très encouragés par les nouvelles que nous recevons. Je crois qu'il faut que la Turquie comprenne qu'elle doit respecter ses obligations et ses engagements, notamment les obligations du protocole d'Ankara. C'est-à-dire garantir l'accès des navires chypriotes aux ports turcs. Ce sont des navires d'un État membre de l'Union européenne. Au début du mois de novembre, nous allons faire sortir notre rapport sur l'état d'avancement des négociations avec la Turquie. Ce que je peux vous garantir, c'est qu'il s'agira d'un rapport objectif, honnête, rigoureux. Est-ce qu'on peut s'attendre à une suspension des négociations? Je ne vais pas anticiper à ce stade. Nous ferons un rapport très honnête, très objectif et très rigoureux. Merci, Monsieur le Président. Merci.